All rise, veuillez vous lever. Please be seated, veuillez vous asseoir. Yes, Mr. Edwards. Yes. Oui, Maître Edwards. Honorable juge, je parlais tantôt de l'incrimination. Je ne vais pas y revenir. Je vous invite à lire le paragraphe 40 de nos écritures, 561, de l'écriture 561, en plus de l'annexe du document 496, qui est le rapport du greffier, paragraphes 7 et 8, et plus précisément le paragraphe 8. C'est un document confidentiel, je ne vais donc pas donner lecture de ce document, mais il s'agit de la phrase qui commence par « therefore » en anglais. Je vais être très clair, maître, dit la présidente. Je pense que l'objection est fondée, l'objection de maître Nichols. Il n'y a aucune preuve à l'effet d'établir ce fait. Je n'ai rien de plus à ajouter, je voulais simplement clarifier la position des partis, au sujet de ce que vous avez dit concernant l'incrimination. Mais je ne vais pas insister sur ce fait, sauf si vous me persuadez du contraire. Je pense que l'objection soulevée par l'accusation, aux fins de la détermination de la peine, nous devons examiner vos observations pour lui donner du crédit quant à sa reddition. Donc, nous n'avons aucune preuve que cela a un effet sur sa décision ou non de se rendre. Merci, je vais continuer. J'en ai terminé avec la reddition volontaire. Au point B, paragraphe 44 des écritures du procureur, nous abordons l'expression du remords qui couvre le point J des écritures de la défense, paragraphe 91 à 100, et Maître Lauchi va y revenir tantôt. Donc, je ne suis pas très logique dans la chronologie des faits, c'est parce que je suis les arguments présentés par le procureur. Donc, le point C, âge, situation familiale et manque de casier judiciaire. Nous l'avons couvert au point C, D et H. Je vais développer 2 points. L'accusation, et je pense les victimes, disent que la situation familiale, telle que celle de M. Abdelrahman, est courante chez de nombreux condamnés, n'a aucun caractère exceptionnel et ne mérite donc pas une atténuation de la peine. C'est un point que vous devez prendre en compte d'après les dispositions du statut. Le procureur, dans ses écritures, dit que la situation familiale, l'âge peut être ignoré, on peut en faire fi. Et il se fonde sur Yekatome Gaisona Bemba dans le jugement rendu dans ces affaires. Mais nous disons que cela ne s'applique pas à la situation d'Abdelrahman.
pour certaines raisons, notamment la perte des membres de sa famille. Dans l'affaire Mbemba, on lui a accordé du crédit parce que pendant qu'il était en détention, il a perdu ses deux parents et ne pouvait pas assister à leur enterrement ou ni visiter leur tombe. Monsieur Abdelrahman aussi, il a perdu deux enfants. Il a perdu un parent. Il a perdu deux fils. Donc, il a dû faire le deuil tout seul, très loin de sa famille endeuillée. Il n'a pas pu pratiquer les rites funéraires pour ses enfants, les enterrer ou même visiter leur tombe. Il n'a pas pu, avec le reste de sa famille, apporter du réconfort à leurs enfants, à ses enfants en cette période difficile. Donc, la jurisprudence des Katom et Ngaïsona et Bemba n'est pas contraignante envers vous, honorable juge. C'est la position que d'autres chambres ont adoptée. Nous ne suggérons pas que le chagrin de M. Abdelrahman, qui a perdu deux enfants pendant sa détention, devrait en soi vous amener à réduire substantiellement sa peine de plusieurs années, mais c'est un facteur que vous devriez prendre en compte lors de la fixation de la peine globale à lui appliquer. Si vous deviez adopter la même approche suivie par la Chambre dans l'affaire Yekatom Ngaïsona et Bemba, et dire que fondamentalement cela n'a pas d'importance, à notre humble avis, nous dirons que ce serait tout simplement cruel. Bien sûr, sa situation familiale est préoccupante et nous en avons parlé dans nos écritures. Il a fait de son mieux pour continuer à soutenir sa famille par plusieurs moyens et ses efforts démontrent la sincérité des liens familiaux qu'il entretient avec les membres de sa famille. Ces efforts ont été persistants, provoqués par le désir sincère de soutenir sa famille appauvrie, ces personnes à charge. Il a décidé de leur envoyer l'argent qu'il a pu gagner ici, au lieu de le dépenser pour améliorer les conditions de détention ici et les rendre plus supportables. Ce n'est pas un fait particulièrement commun à tous les détenus. La présidente, s'agissant de la question du soutien familial, je me rappelle que, d'après la preuve, il avait des propriétés à Alberdi. Il a plus d'une maison et je ne pense pas que cela fait partie du conflit actuel dont nous parlons. Je peux me tromper, mais il a également du bétail, des maisons à Garcilla. Alors, quelles sont vos instructions? Est-ce que tout cela n'est pas disponible pour sa famille? Maître Edwards, oui, cela valait il y a quelques années, mais pas certainement maintenant. Dans un moment, je vais vous renvoyer à un certain rapport médical, mais malheureusement, je ne pourrai pas le faire en audience publique. Il y a un paragraphe dans ce rapport qui traite de ce point précis. Donc, je le dis pour les besoins du procès verbal, pour que nous gardions cela à l'esprit. Je suis peut-être un peu trop optimiste. Je retrouverai cette référence plus tard dans ce rapport. Paragraphe 18.
En parlant de cette question, je vous informe de la seule visite familiale qui a eu lieu avant l'éclatement de la guerre. Et depuis lors, il n'a pas eu de contact avec sa famille depuis qu'il est arrivé aux Pays-Bas. Les vidéoconférences, vous me direz, c'est mieux que rien, mais c'est tout ce à quoi il a eu droit. Dans notre paragraphe 52 de nos écritures, nous avons dit que la Chambre devrait prendre en compte l'impact de la détention de M. Abdelrahman sur les droits de ses enfants qui sont mineurs. Il y en a 5 âgés de 12 à 17 ans. Donc, une peine substantielle d'emprisonnement vue sous le prisme de ces enfants punit non seulement le père, mais également les enfants innocents. Plus longue est la peine d'emprisonnement, plus grave est l'impact sur les enfants. Nous en avons parlé dans nos écritures, je ne vais pas y revenir. Nous vous demandons de prendre en compte ce facteur important dans la détermination de la peine globale. S'agissant de l'âge de M. Abdelrahman, il est âgé de 76 ans maintenant et il est de loin la personne déclarée coupable la plus âgée à être condamnée. Nous ne disons pas que l'âge qu'il avait en 2003 ou en 2024 est important. C'est l'âge actuel qui est pertinent. Il est un homme maintenant. S'il n'est pas dans les mois d'hiver de sa vie, il est au moins en fin automne. Donc, toute peine d'emprisonnement d'un quantum important, concrètement, reviendrait à le conduire à passer le reste de sa vie en prison. Et c'est l'emprisonnement à vie. Ça correspondrait à un emprisonnement à vie. Donc, c'est un type d'emprisonnement qui ne donne aucun espoir à la personne condamnée, aucun espoir d'être libérée avant sa mort. Donc, c'est une peine particulièrement lourde, sévère. Beaucoup plus difficile pour un condamné âgé que pour une personne condamnée plus jeune. Lorsqu'une personne déclarée coupable est privée de tout espoir de libération, de tout espoir de revoir sa famille un jour ou de revenir dans sa patrie, lorsqu'il n'a plus l'espoir de retrouver une vie normale, alors l'emprisonnement devient insupportable. Cette absence d'espoir pour un condamné à ce qu'on décrirait au Royaume-Uni comme une peine d'emprisonnement à vie. Et vous êtes bien familier de l'affaire Winter et autres de la Cour européenne des droits de l'homme devant la Grande Chambre, requête numéro 66069. De 0930 et 3896. Nous vous enverrons les sources juridiques. Nous avons également le paragraphe 119 du jugement de la Cour européenne des droits de l'homme. La Grande Chambre dit la Cour considère que dans le contexte d'une peine d'emprisonnement à vie, l'article 3 devrait être interprété et comme exigeant une réduction de la peine au sens d'un examen qui permettrait aux autorités nationales d'envisager de changer l'emprisonnement à vie dans la mesure où des progrès seront faits vers la réhabilitation. Et sur la base de cet argument, le maintien en détention ne se justifie plus. Donc, cet argument a été mis en avant
à l'effet de dire que la perspective de libération conditionnelle n'était pas en violation de l'article 3. Donc, je soulève cela pour souligner les conséquences que pourrait avoir un emprisonnement à vie. Devant la présente Cour, l'article 110 du statut de Rome décrit les critères, ou plutôt les conditions dans lesquelles une personne déclarée coupable peut demander une libération anticipée. L'examen par la Cour concernant une réduction de peine. Point 2. La Cour, elle seule, a le droit de décider d'une réduction de la peine. Lorsqu'une personne a purgé 2 tiers de sa peine, ou 25 ans, dans le cas d'emprisonnement à vie, la Cour réexamine la peine pour déterminer s'il y a lieu de la réduire. Et cela tend à suggérer que si la Cour devrait suivre la recommandation du procureur et prononcer l'emprisonnement à vie, M. Abdelrahman n'aurait pas la possibilité de demander une réduction de peine avant 25 ans. Et là, il aurait 101 ans. Donc, certainement, une peine d'emprisonnement à vie le priverait de tout espoir d'être libéré. Et toute peine substantielle, en réalité, le priverait de tout espoir d'être libéré. À mesure que M. Abdelrahman avance en âge, sa vie en prison, vous le reconnaîtrez, deviendra beaucoup plus difficile et sévère. La vieillesse deviendra de plus en plus un facteur de vulnérabilité. Et ce point est abordé à la page 63 du rapport de l'ESPER. Je ne vais pas identifier l'auteur. Le paragraphe 63 n'est pas caviardé. Et au fin de nos arguments, je vais lire paragraphe 63, âge et environnement carcéral. Les personnes plus âgées en prison ont de plus grands besoins de santé et d'attention sociale, et l'environnement carcéral n'est pas bien adapté au vieillissement, mobilité, continence, appui nocturne. Une détention étendue tend à accélérer la perte de conditions physiques, la dépendance. Une peine d'emprisonnement plus longue est susceptible d'intensifier ces pressions. Je dis que cela relève du bon sens. On n'a pas besoin d'être un expert pour comprendre la véracité de ces observations. Mais nous disons que la privation liée à l'incarcération devient plus difficile à supporter et tendent à accélérer le processus de vieillissement. M. Abdelrahman risque de se retrouver dans les années à venir dans un cercle vicieux où, avec l'âge, il aura du mal à s'adapter à la vie en prison, ce qui exacerbe sa fragilité et accélère le processus de vieillissement, ce qui à son tour ne lui permet pas de supporter la situation et l'entraîne dans une spirale de déclin de plus en plus grand. Le paragraphe 65 de l'ESPER, du rapport d'ESPER, dit que l'emprisonnement plus tard dans la vie comporte un risque de démoralisation, de déprime, troubles du sommeil, baisse de motivation, surtout lorsque les peines sont très longues. L'impact devient de plus en plus accru à long terme, car l'isolement se poursuit, le deuil n'est que partiellement supporté
Les barrières linguistiques affectent la communication et l'examen régulier est nécessaire parce que la trajectoire est difficile à prédire. Comme je l'ai dit, cela constitue des défis. La spirale baissière à laquelle j'ai fait allusion devrait être atténuée s'il était transféré dans un état d'exécution de la peine qui prévoit des dispositions pour les prisonniers âgés. Mais si ce n'est pas le cas, alors M. Abderrahmane sera condamné à purger sa peine dans le pavillon population générale, ce qui rendra sa peine beaucoup plus sévère. Le procureur dit que l'âge n'est pas un facteur atténuant. Nous disons que cela n'est pas vrai. Ce facteur doit être pris en compte pour déterminer le type de peine et le quantum de la peine qu'il faut infliger, que vous devriez infliger à M. Abderrahmane. Je passe au point D des arguments de l'accusation. La présidente, est-ce que nous pouvons revenir avant cela à la question des maisons? Vous m'avez envoyé un mémo à la page 46, ligne 18. Vous avez parlé des maisons qui détient Rahad Alberdi, Garcila et ailleurs. Il n'a plus ces maisons, il ne détient plus ces maisons. Mais selon le rapport que vous venez de citer au paragraphe 16, où il traite de sa famille, il dit qu'il a 11 enfants, dont 5 mineurs, et à la fin du rapport, il est dit, c'est censé être une citation directe, certains membres de ma famille vivent chez moi à Niala et d'autres sont dans ma ville, résident dans ma ville. Bien sûr, cela va dans le sens de ce que Maître Laoussi a commencé à développer hier et a proposé d'y revenir aujourd'hui, à savoir la question des réparations. Oui, merci, Madame la Présidente. Ce à quoi je faisais allusion au paragraphe, dans ce paragraphe, il peut avoir une maison à Niala et à Alberdi, mais le paragraphe 38 du rapport précise le type de maison dont il s'agit. Il s'agit d'une maison de chaume. Peut-être nous allons y revenir après la pause. Oui, je parlais du point D, des arguments du procureur, paragraphes 155 et 154. Le comportement à l'audience et en détention, nous nous fondons sur nos arguments au paragraphe 87 et 88, point G. Le procureur dit que cela n'a pas d'importance et n'est pas du tout pertinent. Et que cela répond à un comportement normal des détenus et des accusés devant la Chambre. Contrairement à la situation que j'ai évoquée tout à l'heure, s'agissant de la jurisprudence de cette Cour même, pour ce qui concerne la question de la reddition volontaire, il est juste de dire que la Chambre d'appel s'est prononcée sur la question de la bonne conduite comme étant un facteur atténuant, sauf circonstances exceptionnelles. Avec tout le respect que j'ai pour la Chambre d'appel, nous estimons qu'elle s'est trompée sur ce point. Sur le principe, nous vous invitons à ne pas suivre le raisonnement et la jurisprudence de la Chambre d'appel à cet égard. La Chambre d'appel dit que non, seule une bonne conduite ou une conduite exceptionnelle dans la salle d'audience ou en détention peut avoir un impact, sans préciser pour autant en quoi consiste une conduite exceptionnelle au quartier pénitentiaire ou dans la salle d'audience. À quoi est-ce que cette conduite ressemblerait? Même si la Chambre d'appel a raison de dire que
seule cette notion abstraite et vague doit être prise en compte. Selon nous, le rapport du quartier pénitentiaire est suffisant puisqu'il fournit des informations suffisantes concernant le comportement de M. Abdelrahman. C'est un détenu modèle. Ce n'est pas qu'il se comporte bien, qu'il ne cause pas de problème, c'est un modèle, un prisonnier modèle. Dans le rapport, on indique qu'il est toujours amical, respectueux, agréable et poli. Pas parfois, mais ou la plupart du temps, mais toujours. Il est toujours amical, respectueux, agréable et poli. Alors, si ce n'est pas exceptionnel, je ne sais pas ce que l'on pourrait qualifier d'exceptionnel. Je pense qu'il y a même des personnes ici dans cette salle d'audience qui ne pourraient pas être décrites comme étant toujours respectueuses, polies et agréables. Monsieur Abdelrahman a eu un comportement modèle et que cela doit être considéré comme des circonstances atténuantes. Pourquoi? Parce que la bonne conduite dans le quartier pénitentiaire est importante pour la bonne administration du quartier pénitentiaire. Des relations respectueuses avec le personnel du quartier pénitentiaire et les autres détenus créent un milieu de travail et de vie agréable. La volonté de contribuer à cette vie harmonieuse et cet environnement de travail harmonieux milite fortement en faveur d'un désir de se réhabiliter. Et par principe, nous devrions encourager une telle conduite. Donc rien ne pourrait nous faire ignorer ce principe. Sinon, qu'est-ce qui empêcherait les détenus de mal agir, d'être violents, de manquer de respect aux autres? En fait, ce serait des circonstances aggravantes, mais il n'y aurait pas de circonstances atténuantes. Mais si la bonne conduite, je ne parle pas d'une conduite exceptionnelle, mais juste une bonne conduite. Si cela profite à tous, eh bien, on devrait encourager une telle conduite. Et pour ce qui est du comportement en salle d'audience, rappelons que M. Abdelrahman n'a jamais eu de comportement qui a eu pour effet de perturber le bon déroulé de l'audience. Il n'a jamais eu de comportement visant à retarder la procédure. Il a toujours voulu que les choses aillent avec toute la célérité voulue. Il n'a jamais voulu empêcher le bon déroulement de la procédure. Quelques fois où il a été malade ou les tristes occasions où il était en deuil, il n'a jamais demandé à la Cour de reporter ses audiences. Et les rares fois où il a préféré rester dans sa cellule, il a toujours demandé renoncer à son droit d'être présent dans le prétoire plutôt que d'empêcher la tenue de l'audience. Et ainsi, il a toujours contribué à ce que les audiences se déroulent sans interruption. J'en arrive maintenant à la coopération entre l'équipe et l'accusation. Madame la Présidente, vous avez évoqué à plusieurs reprises qu'il y a eu une bonne coopération entre les deux parties. La coopération, je dirais même qu'elle a été exceptionnelle entre la défense et l'accusation tout au long de ce procès, ou presque pendant la totalité de ce procès. Mais cela a été possible grâce notamment à l'attitude positive de M. Abdelrahman pour ce qui concerne la relation de la défense avec l'accusation. Qu'est-ce que j'entends par cela au juste? Il aurait pu légitimement donner des instructions très fermes dès le début du procès de ne pas coopérer avec l'accusation, de ne pas parvenir à des accords. Ou disons les choses de la manière suivante, il aurait pu entraver les bonnes relations entre les deux parties. Il aurait pu engager une défense de rupture, comme on dit, c'est-à-dire une stratégie de défense qui se focalise sur le refus d'admettre la légitimité de l'institution. Il aurait pu s'engager dans une voie de non-coopération, Il y a un avocat français très connu, l'avocat Vergès, c'est lui qui en a fait
qui a fait la réputation de cet avocat. Je vois que vous le reconnaissez. M. Abdelrahman ne l'a pas fait. Il a toujours été disposé à coopérer pleinement avec l'accusation chaque fois que cela était raisonnablement possible. Et pour cela, encore une fois, nous pensons qu'il mérite qu'on prenne cela en compte. Cela doit être pris en compte en tant que facteur atténuant. Encore une fois, je ne dis pas qu'on devrait réduire le nombre d'années, mais cela doit être pris néanmoins en compte dans la fixation de la peine. J'en arrive maintenant au comportement Ara Delberdi entre 2009 et 2019 et de l'avis de l'accusation et des représentants des victimes, cela ne doit pas être pris en compte. Nous en avons traité en partie dans notre mémoire écrit dans les paragraphes E1, E2 et E5. Mais avant de parler du fond de cet argument, hier, vous avez réagi à poser une question à Maître Lauchi sur la norme d'administration de la preuve et il m'a généreusement demandé de répondre à cette question. Je vous renvoie au paragraphe 58 de notre mémoire. C'est là que vous trouverez cet argument. La juge présidente. En fait, c'est une notion qui revient souvent dans votre écriture. C'est d'ailleurs quelque chose qui nous a troublés. Maître Edwards, le paragraphe 58, c'est le point de départ, disons. Mais voilà, notre position est la suivante. Et j'espère que je pourrai la résumer brièvement et fidèlement. La Chambre a conclu que l'accusation a établi, au-delà de tout doute raisonnable, que M. Abdelrahman était bel et bien Ali Kouchaib. Et en arrivant à cette conclusion, vous avez nécessairement conclu que les témoins de la défense qui ont nié l'existence d'un lien entre l'alias et notre client n'étaient pas crédibles. Par conséquent, il y a eu que ces dépositions n'étaient pas suffisantes pour susciter un doute raisonnable. Cela étant, un certain nombre de témoins de la défense ont parlé d'autre chose. D'ailleurs, la plupart d'entre eux ont parlé d'autres sujets dans le cadre de leur déposition. Et en droit, je crois ce n'est pas polémique que de dire qu'on peut conclure qu'un témoin n'est pas crédible sur un aspect de sa déposition, mais qu'il est crédible sur d'autres aspects de la même déposition. Je vous donne un exemple, celui du D7. Et nous parlons de sa déposition au paragraphe 71 de notre mémoire aux fins de la fixation de la peine. La Chambre de première instance a conclu que le témoin D7 n'était pas très crédible ni très fiable du fait de sa déposition concernant le lien avec Ali Kouchaib. Mais d'autres aspects de sa déposition n'ont pas suscité de problème quant à la crédibilité et la véracité de son récit. Et il n'a pas été contesté par l'accusation dans son contre-interrogatoire, et je parle du fait que M. Abdelrahman a sauvé la vie d'un soldat à Songo. Puisque, en matière de circonstances atténuantes, il suffit pour la défense de parler de la norme d'administration la plus faible, c'est-à-dire la prépondérance des probabilités. Les témoins de la défense qui ont apporté d'autres éléments périphériques, disons, sur Ali Kouchaib, pourraient être qualifiés de témoignages sur la moralité de notre client et par conséquent, ces aspects-là pourraient être pris en compte s'il n'y a pas eu de conclusion contraire. La juge présidente. Oui, je comprends cela, je vois cela. Le problème est le suivant, et je vous le dirai d'une manière générale, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Il n'est pas toujours vrai que vous cherchez de contourner nos conclusions et nos constatations. Il y a un aspect auquel il a été fait référence tant par l'accusation que par les représentants des victimes, à savoir la bienveillance qui sera évoquée par Maître Lauchi, que M. Abdelrahman aurait manifesté à l'égard des victimes, mais il est responsable d'une manière ou d'une autre, et parfois
à titre d'auteur direct du décès de ces victimes. C'est ce que je veux dire par contourner nos conclusions et nos constatations en invoquant la prépondérance des probabilités. Mais si nous n'avons pas été persuadés, nous ne l'aurions pas déclaré coupable. Alors il me semble que c'est un exercice intellectuel qui est très alambiqué, qui crée un dilemme. Comment est-ce que nous sommes censés régler cette situation? Maître Edwards, permettez-moi de préciser ma pensée. Au fin de la fixation de la peine, nous nous fondons sur vos conclusions. Nous ne vous demandons pas de contourner votre propre jugement, donc ce ne serait pas juste. Mais il existe des situations où la crédibilité des témoins a été entamée, des témoins de la défense, j'entends, mais comme la norme d'administration est plus faible, vous avez la possibilité d'accepter d'autres aspects de la déposition de ces témoins au fin des circonstances atténuantes. La juge présidente, je pense vous suivre parfaitement maintenant. Maître Edwards, il y a aussi un deuxième point préliminaire qui découle de l'intervention de l'accusation des représentants des victimes concernant le fait que la défense a présenté M. Abdelrahman comme étant un homme de paix et précisément au paragraphe 63 dans notre déclaration et dans notre mémoire écrit. Je crois qu'une explication brève s'impose. Au paragraphe 63, disons que c'est un cas où nous nous sommes laissés emporter dans notre rédaction. Et je comprends pourquoi mes contradicteurs ont pu peut-être soulever ce point. La Chambre de première instance n'a pas décrit M. Abdelrahman comme étant un homme de paix dans son jugement. Et nous avons tenté d'extrapoler la reconnaissance par la Chambre du rôle de médiateur qu'a joué M. Abdelrahman a été peut-être maladroit. La juge présidente. Encore une fois, je ne veux pas revenir sur le jugement. Nous avons dit ce que nous avions à dire dans notre jugement, mais je vous invite à garder à l'esprit le contexte de cet épisode où où la notion de rôle de médiateur est évoquée. Maître Edwards. Maître Van Wistinghausen a soulevé cet argument hier et nous avons accepté ces arguments dans la mesure où c'était un mea culpa de notre part. Mais ce que nous n'admettons pas, c'est que c'était une tentative délibérée d'induire en erreur la Chambre ou de mal interpréter les éléments de preuve. Ce n'était pas le cas, c'était maladroit au pire. Cela étant, nous pensons que les positions de l'accusation et des représentants des victimes concernant la moralité de M. Abdelrahman ne tiennent pas la route et qu'ils ne devraient pas être prises en compte. Ce sont des considérations sans pertinence qui visent à vous convaincre de ne pas tenir compte de son comportement après 2004 en tant que facteur atténuant. Par exemple, ils disent que les preuves relatives à sa bonne conduite sont survenues dans un lieu très différent et des années après le comportement incriminé. Cela étant, ils n'ont pas fait de tentative pour comprendre pourquoi seuls les actes louables qu'il a entrepris au moment des événements incriminés devraient être en droit pris en compte par la Chambre de première instance. Encore une fois, je reviens à la règle 142A2 du règlement qui ne précise pas ni le lieu ni le cadre temporel de la bonne conduite après les actes incriminés. Nous pensons que les facteurs quand et où sont beaucoup moins importants que la question de savoir quoi et pourquoi. Pourquoi est-ce que M. Abdelrahman a eu le comportement qu'il a eu? Et cela doit être une circonstance atténuante. Et dans la mesure où l'accusation se fonde sur la jurisprudence, la seule chose qui était leur position se trouve
en note de bas de page 416 dans l'affaire Popovich devant le TPY. Il n'y a pas de jurisprudence en la matière devant notre cours et je vous invite à vérifier cela. Vous avez vu qu'il y a la déposition des D40 et D41. Vous les avez sous les yeux. Je ne vais pas vous demander de vous reporter à cela. Nous avons exprimé notre position là-dessus. Mais disons que certains des actes se rapportent à M. Abdelrahman en qualité d'officier des CRF. Nous acceptons ce fait. Mais je crois que c'est rater le coche que de dire cela. Parce que la quintessence de la déposition de D40 et D41 se rapporte aux efforts déployés post-événement par M. Abdelrahman afin de réunir et de rassembler les habitants des différentes tribus à Raed el-Berdi, y compris les Fours et les Massalites. Le D40 a parlé de M. Abdelrahman et de ses discours lançant un appel à la paix et à la vie ensemble, sans racisme et sans discrimination. Et ces efforts, et j'admets que cela est survenu en 2014, pas en 2004 ou 2005, que grâce à ces efforts, il a reçu une médaille pour tout ce qu'il a fait pour la communauté. Le D41 n'est pas membre de la tribu Taïcha, je n'en dirai pas plus, décrit M. Abdelrahman et ses discours dans lesquels il parle de la fraternité entre les tribus et que tous sont égaux devant la loi et qu'on ne devrait pas résoudre les différends par la violence, mais par la paix. Et cela va dans le droit fil de ce que profère M. Abdelrahman et ce qu'il demande à la foule. Je fais référence à la vidéo des professeurs. Donc, lorsqu'il est dit que D40 et D41, leur déposition va à l'encontre des termes péjoratifs et violents et incendiaires qui ont été évoqués. La juge présidente, je vous rappelle que la représentante légale des victimes et l'accusation faisaient référence pas uniquement à la vidéo d'Omsori, mais à tous les articles de presse qui ont été montrés à des témoins de la défense pendant la période 2013 ou autour de cette année-là, où il tenait encore des propos incendiaires, apparemment, pour qu'on expulse les Salamat. Je résume, évidemment, de mémoire. Et où on disait qu'il était responsable en tant que chef des CRF à Raed el-Berdi de la violence et de l'expulsation des Salamat par la violence. Maître Edwards, vous avez formulé vos conclusions dans votre jugement. Nous ne pouvons pas faire fi de cela. Tout ce que je vous demande de faire, tout ce que nous vous demandons de faire à ce stade, c'est d'examiner la teneur des discours de M. Abdelrahman, parce que il exhortait les différentes tribus à vivre ensemble sans racisme et sans discrimination. Cela ressort clairement. Le discours d'Omsori, Dar OTP, 000 12 474, il commence ce discours en disant « Tout d'abord, chers frères, il n'y a pas de Zaïs ou Abid, mais simplement des enfants. Il ne devrait pas y avoir de tribalisme, de racisme ou de régionalisme. Nous sommes tous liés par un lien fort. Nous ne pouvons pas laisser une épée nous séparer. » Il parle de la communauté, il parle devant de nombreux témoins d'une ville cosmopolite. Un peu plus tard, il dit « Je vous invite tous à vous tenir unis, que vous soyez blanc, brun ou... Je pense que vous comprenez ce qu'il entendait par cela, donc les tribus arabes et les autres tribus africaines. Vous êtes tous unis ensemble, seule une épée peut nous séparer. » C'est un message qui est anti-discrimination, anti-racisme. Et c'est ce que nous vous demandons
de prendre en considération. En tout cas, cela nuance les preuves sur lesquelles l'accusation s'est fondée. L'accusation a également laissé entendre que la déposition du D41 semble être en contradiction avec l'expérience des D29 et D28. Je souhaite rester en audience publique, donc je ne vais pas en dire plus. Mais disons que les différentes affirmations ne sont pas contradictoires. D29 et D28 ont parlé à la défense de l'action de certains aînés des différentes communautés. D41 parlait de la communauté dans son ensemble et pas uniquement des chefs de la communauté. Donc ce n'est pas nécessairement contradictoire ou incohérent. Hier, l'accusation a dit à la page 33 de la version non corrigée du transcript qu'ils n'étaient pas crédibles et que s'ils avaient été contredits, ils auraient été sérieusement entachés. De ce côté-ci de la salle, nous avons toujours reconnu les qualités professionnelles de M. Nichols et de son équipe, mais ils ne peuvent affirmer que, comme si cela allait de soi, que le D41 ou la déposition du D41 n'aurait pas été acceptée. C'est de la pure spéculation, à notre sens. Par conséquent, cela ne doit pas être pris en compte. Pour revenir à la moralité de M. Abdelrahman, dans notre écriture, paragraphe 58 à 62, nous donnons des preuves de sa générosité en tant que pharmacien. Il donnait des médicaments gratuitement à ceux qui n'en avaient pas les moyens. Là encore, il a joué un rôle pour assurer la cohésion intertribale et nous pensons que cela est confirmé par les vidéos. La juge présidente, Maître von Wistinghausen, a parlé de ce point. Elle a dit que c'est un facteur aggravant parce que, en tant que pharmacien, censé aider la communauté, en tout cas c'est ce qu'elle a dit, c'est lui qui était la source de la destruction. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Maître Edwards, eh bien, disons que nous allons marquer notre désaccord avec elle, parce que c'est un homme qui, par le passé, en tant que praticien médical, a aidé la communauté considérablement. Et nous ne pensons pas qu'il s'agisse là d'un facteur aggravant. Donc, pour résumer, nous pensons que la personnalité de M. Abdelrahman a un aspect différent de celui qui a été dépeint par l'accusation et sur lequel, ou qui a été mis en exergue par les éléments de preuve présentés dans le cadre du procès. Parce que, voyez-vous, lors du procès, l'accusation ne montre que les aspects négatifs de la personnalité de l'accusé. Or, les éléments de preuve démontrent que M. Abdelrahman a encouragé l'harmonie communautaire, la résolution pacifique des différends, et vous saurez qu'en agissant comme il a fait à Raed el-Berdi, par le passé, il a empêché l'explosion de conflits, il a même prévenu ou empêché l'escalade de la violence par le passé. J'en arrive à la fin de ce que je peux dire en audience publique. Le dernier point que je voudrais faire ressortir nécessite un passage à huis clos partiel, malheureusement. Et je suppose que j'en aurai pour le reste de la session, donc jusqu'à 13 h. La présidente. Très bien, nous allons passer à huis clos partiel.